Et j'étais la première personne à acheter une villa sur ce projet, donc je l'ai acheté complètement off-plan. Donc quand je suis arrivé, c'était juste de l'herbe, il n'y avait rien du tout, il y avait juste un 3D, un plan d'ingénierie. Il y a ce que les gens disent et il y a la réalité des choses. Il y a beaucoup trop de personnes qui se sont rendues beaucoup trop confortables en Thaïlande et qui respectent pas vraiment les lois. S'il y a un cas de cours ou une Thaï et un étranger se fâche, c'est en principe la Thaï qui a toutes ses chances de gagner. Aujourd'hui, j'ai déjà reçu une offre à 24 millions de bahts la semaine dernière pour la revendre, donc ça fait une plus-value de à peu près de 60%. De mon expérience, de la data, de ce que les autres propriétaires me disent sur place, les chiffres doublent pendant la saison de décembre. Donc là, on serait au bas, entre deux, on va être au milieu et en décembre, on va faire le double. Bonjour à tous, investisseurs Sawadee Krap. Je suis aujourd'hui en compagnie de Cyril qui va se présenter, qui a investi dans une villa à Phuket, qui génère des beaux rendements et qui a une expérience réussie dans l'investissement immobilier, particulièrement dans des villas. Et mon but dans cette vidéo, c'est que Cyril nous éveille sur comment est-ce qu'il a fait. Et on a tous les deux une bonne expérience quand même de la Thaïlande, vu que ça fait quelques années qu'on est ici. Et qu'on est tous les deux investisseurs immobiliers en Thaïlande. Et donc mon but dans cette vidéo, c'est d'en apprendre plus sur comment est-ce que tu as fait. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton parcours, comment est-ce que tu es arrivé ici, etc. Ça marche. Salut Théo, bonjour à tous et merci de me recevoir aussi ici aujourd'hui. Donc je m'appelle Cyril, ça fait 4 ans que je suis en Thaïlande et donc on s'est rencontrés à Bangkok il y a 4 ans. Jusqu'à présent, j'ai habité à Bangkok et ça fait depuis le début de l'année que je suis maintenant à Phuket. Je suis venu tout à la base en Thaïlande parce que j'avais fait des études en hôtellerie en Suisse et puis je suis venu faire un stage tout à la base en Thaïlande. Donc ça, c'était il y a un peu plus de 4 ans. Et j'ai travaillé 6 mois pour un promoteur immobilier qui était dans l'hôtellerie wellness et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le marché immobilier en Thaïlande où j'ai vu un peu les taux d'occupation, les chiffres et je me disais waouh. Enfin, j'étais un peu habitué aux chiffres de l'Europe donc forcément ça m'a fait quelque chose. Et puis pendant ce stage, j'ai trouvé un premier job chez un promoteur immobilier en Thaïlande et c'est comme ça que je suis revenu en Thaïlande à la base. Et c'était donc en plein Covid et forcément c'était difficile, il y avait des problèmes financiers un peu partout dans le pays, les chantiers étaient arrêtés, etc. Donc la boîte allait très très mal et moi j'étais un peu au milieu de tout ça, un peu stressé. Et puis c'est là que j'ai connu mon associé Yann et qu'on a commencé à faire du business ensemble parce qu'il avait identifié une opportunité, il travaillait dans les intelligences artificielles de trading et on a bossé en fait ensemble. Donc j'ai quitté mon job après peut-être 5-6 mois seulement où je me suis lancé dans l'investissement avec Yann. Et là on a desséché l'industrie du trading pendant 3 ans et demi. Et suite à ça, on s'est mis à investir dans l'immobilier et notamment à Phuket où j'ai effectivement acheté une villa dont on va, je pense, parler aujourd'hui. Exact. Déjà, merci beaucoup Cyril de nous partager ton expérience. C'est top, surtout une expérience réussie. Parce que des gens qui ont investi en Thaïlande, j'en connais beaucoup, tu en connais beaucoup. Des gens qui gagnent de l'argent dans l'immobilier, il y en a déjà beaucoup moins. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé d'investir dans une villa à Phuket et qu'est-ce qui t'a décidé de le faire? Parce que on entend beaucoup de gens qui font ce type d'investissement qui peut être intéressant, mais le fait de passer à l'action, c'est quand même autre chose. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans ce type d'investissement? Alors, c'était purement rationnel et purement mathématique. Je suis pas allé à Phuket parce que j'aime particulièrement Phuket ou parce que c'est ma destination de vacances préférée. C'était vraiment en regardant les chiffres, en fait. Et avec mon ancien job, je faisais beaucoup d'études de marché. Donc, j'allais regarder les prix du mètre carré, des terrains. Je regardais comment les zones évoluaient dans la Thaïlande pour un peu sélectionner les futures zones dans lesquelles on allait développer des hôtels. Et forcément, déjà, je voyais les chiffres hôteliers de Phuket et je me disais, waouh, ok, Phuket, il y a un gros potentiel. Et c'est possible de rentrer dans l'industrie hôtelière avec une villa quand on fait de la location à court terme. Et donc, on rentre dans un marché où les prix sont extrêmement élevés et les prix d'achat des biens immobiliers sont encore extrêmement bas. Donc, j'ai simplement comparé, en fait, quel est le potentiel de revenu locatif que je peux avoir sur une villa et combien est-ce que je la paye. Et comment est la zone de manière générale? Est-ce qu'elle est prospère? Est-ce qu'il y a des bonnes régulations? Est-ce qu'il y a une limitation au niveau des terrains constructibles ou est-ce que ça va construire non-stop jusqu'à partout, jusqu'à ce qu'il y ait trop d'offres sur le marché? Et Phuket, c'était un peu le bon équilibre entre tout. C'est une île déjà, donc bêtement, on peut pas s'étaler à l'infini. On peut pas construire à plus de 80 mètres d'altitude aussi. Et c'est quand même une île qui est principalement montagneuse, ce qui fait que il n'y a pas tant de terrains constructibles que ça. Les prix sont tout le temps à la hausse et la demande croît en moyenne à 10% par an. Alors certes, il y a eu le Covid pendant lequel l'île était à peu près fermée, plus ou moins fermé, il y avait très peu d'activité. Mais aujourd'hui déjà, on a repris des chiffres, on a déjà battu les scores d'arrivée de 2019. Donc Phuket, c'est vraiment une éternelle croissance et ça fait un moment que je le voyais. Et donc je me suis dit, c'est le bon moment de rentrer sur le marché, les prix sont encore relativement bas, le ROI est haut. Et en plus de ça, je peux espérer une plus-value sur le long terme parce qu'il y aura de moins en moins de terrains disponibles. Donc forcément, les prix de l'immobilier vont monter.
Voilà, donc très bonne analyse déjà. Avant toute chose, avant de rentrer dans le détail de l'étude de cas, si je puis dire, de ton investissement, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur comment, d'un point de vue légal, on investit dans une villa en Thaïlande. Parce que c'est une zone qui est floue pour beaucoup de personnes. Et donc, j'aimerais qu'on en parle brièvement. Donc, il y a deux manières de posséder, si je puis dire, un terrain et donc directement ou indirectement une villa. Concernant les appartements, les condominiums, vous pouvez soit faire du leasehold ou du freehold. Donc, c'est la même chose pour les terrains. Moi, vous le savez, j'ai investi dans des appartements qui sont du coup en freehold. Donc, freehold, je rappelle, c'est comme ce que vous connaissez en France principalement. C'est vous achetez une parcelle de terrain, soit qui est belong, soit qui fait partie d'un building, d'une copropriété, ou soit vous achetez un appartement, donc vous êtes sur le cadastre seul, et donc vous jouissez du terrain in aeternam et vous le passez à vos descendants, etc. Quand vous décidez d'investir dans une villa à Phuket, ou n'importe où ailleurs en Thaïlande, dès que ça inclut un terrain, vous avez deux possibilités. Vous avez le leasehold et vous avez le freehold. Donc, le leasehold, c'est très simple à comprendre. Vous achetez, non pas un terrain, mais vous achetez un contrat qui est en fait une durée d'exploitation que vous achetez sur une parcelle de terrain. Les contrats les plus longs peuvent aller jusqu'à 30 ans et vous pouvez renouveler ce contrat plusieurs fois avec effectivement un avocat qui va encadrer cette vente, si je puis dire, d'usufruit de terrain. Et vous pouvez faire aussi des contrats qui vont encadrer le potentiel renouvellement. Sachez tout de même que la loi n'encadre pas à 100% la garantie de renouveler à 100% le contrat. Donc c'est vraiment une relation de confiance qui doit être faite avec le propriétaire du terrain et vous qui allez louer le terrain sur une longue période de temps. Et donc c'est pour ça qu'aussi je voulais interviewer Cyril, parce que Cyril il a fait une très bonne analyse du propriétaire du terrain. Et donc, il fonctionne avec un très bon système qui est, je pense, le plus sécuritaire. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Concernant le freehold, c'est tout à fait différent. Donc, freehold sur un terrain, tout seul, en tant qu'étranger à titre personnel, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas acheter un terrain. Si vous êtes citoyen français ou autre que Thaï, vous ne pouvez pas acheter un terrain à titre perso. Ça déjà, c'est réglé. Donc, vous avez besoin de créer une société en Thaïlande. Pour créer une société en Thaïlande, vous avez besoin d'avoir 51% des parts qui sont au nom d'un Thaïlandais. Et donc, tout simplement, vous avez besoin de mettre plusieurs Thaïlandais, typiquement, qui auront 51% tous ensemble des parts, et puis vous aurez 49% des parts. À la suite de ça, vous ferez un contrat qui dit que, tout simplement, l'intégralité des bénéfices revient à l'étranger. Et donc, du coup, vous avez besoin aussi d'avoir de la substance d'un point de vue financier pour créer une entreprise, parce que vous ne pouvez pas acheter un terrain en freehold avec une société Thaï si c'est pour de la résidence principale. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de fondement financier, c'est pas une activité commerciale que vous faites, c'est finalement vous utilisez une boîte Thaï pour cacher le fait que vous achetez un terrain, pour vivre dedans. Donc ça c'est interdit, et il y a des personnes qui font plein de choses, on y en reparlera après en fin de vidéo, qui du coup n'ont pas forcément des superbes expériences à la fin ou durant le contrat de location, soit de la villa ou soit du terrain, peu importe, parce qu'ils ont fait justement une impasse sur quelques sujets légaux. Donc dans cette vidéo, on va vous parler de ce qu'on connaît, de ce qui est encadré par la loi. Est-ce que tu peux déjà nous parler de pourquoi est-ce que toi, tu as choisi ce projet spécifiquement et pas tous les autres? Parce qu'à Phuket, Pattaya, Hua Hin, etc., il y a plein de projets de développement. Pourquoi est-ce que tu as choisi celui-ci spécifiquement? Ok, merci d'avoir très 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 bien expliqué comment ça fonctionne le freehold et le leasehold. Et pour les deux, effectivement, il y a ces limites de renouvellement, et la société Thaï doit être légitimement Thaï et aussi active. C'est très juste. Et pourquoi est-ce qu'en lien avec ça, j'ai choisi cet investissement en particulier? Je suis allé regarder évidemment avant d'investir dans ce projet qui était le propriétaire, quelle était la société, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le passé. Et j'avais très vite compris en fait que c'était un propriétaire Thaï de cette boîte qui a énormément d'argent dans sa famille, d'héritage, etc. et qui a construit énormément de bâtiments à Bangkok et de villas sur les îles. Et en fait, j'étais déjà rassuré par tout ce qu'il a fait dans le passé. Et je connais bien maintenant son représentant, qui est une personne de confiance aussi, avec qui je suis content d'avoir travaillé sur ce projet.
Et en fait, ça aide énormément d'investir avec quelqu'un qui est déjà propriétaire du terrain. Alors, je dis pas que ça doit exclusivement être le cas, parce que forcément, pas mal de promoteurs doivent acheter des terrains avant de pouvoir construire quelque chose dessus. Mais c'est quand même avantageux d'aller vers un promoteur qui est déjà propriétaire du terrain en amont, parce que quand lui, en fait, va définir le prix de vente, il va simplement s'indexer sur ses coûts de construction et combien de marge est-ce qu'il a envie de faire en gros sur son projet. Alors que quand vous allez vers un promoteur, si le promoteur doit d'abord acheter le terrain et ensuite en parallèle construire dessus, il aura le coût du terrain qu'il a acheté. Donc il va vraiment subir en plus les prix actuels qui sont vraiment très très hauts, plus les coûts de construction. Ce qui fait qu'une fois qu'il aura réuni toutes ces dépenses, il va en principe chercher à vous vendre beaucoup plus cher que si vous achetez vers quelqu'un justement qui est déjà propriétaire du terrain. Et ça m'a rassuré parce que déjà, je savais que j'avais directement affaire au propriétaire. Donc pour toutes ces questions de leasehold et freehold, c'était très transparent et facile à gérer. Et aussi, du coup, pour des avantages, il y a moins de prise de risque, moins il y a de personnes impliquées dans un projet, mieux c'est. Et là, dans le cas particulier, en plus avec un très très bon prix, c'était juste idéal. Ouais, et puis d'autant plus que comme il est propriétaire, comme le développeur est aussi propriétaire du terrain, en fait le développeur n'a pas à emprunter de l'argent auprès d'une banque, et dans quel cas s'il ne vendait pas assez vite ses villas, tout simplement il se fait saisir le terrain par la banque, et donc dans ton cas tu n'avais pas eu ce type de risque. C'est très juste, exact. Donc maintenant que vous avez déjà une vision globale de comment se déroule un investissement immobilier via un terrain en Thaïlande, et que tu nous as expliqué pourquoi est-ce que tu avais choisi ce projet spécifiquement, est-ce que tu peux nous donner une vision plus précise de ton investissement à toi? Donc notamment, où est-ce qu'il se trouve, spécifiquement à Phuket? Est-ce que tu peux nous donner le prix global de ton projet? Et aussi, combien est-ce que ça te rapporte? Avec plaisir. Alors, juste emplacement. Ok. Vas-y, dis-moi. Non, c'est bon, on part sur l'emplacement en premier. Je suis à Bang Tao, à Passac. Je sais pas si les gens connaissent Bang Tao de manière générale, mais c'est une plage qui est au nord de Kamala. Kamala, c'est la grande plage connue avec Café Del Mar, qui celle-ci est au nord de Patong, qui est vraiment la zone de la fête. Pourquoi est-ce que je suis allé à Bang Tao? Parce que ça prend une tournure très luxueuse et il y a une clientèle qui est très familiale et très calme, entre guillemets. C'est alors des expats ou des touristes qui ont de l'argent ou des personnes qui viennent plus justement en famille, tranquille, faire des vacances. Et j'avais pas envie de cibler, on va dire, une zone comme Patong où les gens viennent pour faire la fête, boire des coups et potentiellement détruire la maison. C'est évidemment un truc que j'évite. Donc Bang Tao, c'est une très très bonne zone pour ça. Il y a une limitation aussi au niveau des terrains constructibles et on voit que les prix augmentent énormément. C'est une bonne proximité à l'aéroport et il y a 2-3 zones qui sont très populaires, comme Blue Tree, c'est un grand parc, un water park. Il y a aussi Boat Avenue qui est une petite rue où simplement qui a sa réputation, beaucoup de restaurants. Beaucoup de bons restaurants. Très sympa. Et à côté aussi Porto de Phuket, c'est un beau mall avec des beaux restaurants, un peu style Bangkok justement, et ça plaît pas mal aux gens. Et Passac, en fait, c'est la rue qui est à côté où il y avait encore de la place pour construire et développer. Et avec ça, en fait, on a accès rapide à toutes ces zones. Et j'étais d'ailleurs assez étonné de voir que finalement, contrairement à ce que je pensais, c'est pas la proximité à la mer qui définit quel est le meilleur endroit pour investir. Des fois, il faut juste regarder la data et pas suivre son intuition. Donc, j'ai vraiment regardé les chiffres qui m'ont amené vers Passac sur la conclusion que c'est mieux d'acheter une maison de 4 chambres à Passac que d'investir pour le même prix dans une villa de 2 chambres, vue mer, proche de la plage. Le ROI est nettement meilleur, le potentiel est nettement meilleur côté 4 chambres. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'était purement mathématique et rationnel. Et voilà, je lisais les rapports de consultants et il y a une boîte qui s'appelle C9 Hotel Works, par exemple, qui est basée à Bang Tao. Et c'est un consultant immobilier gratuitement sur leur site web. Vous pouvez aller regarder. Il y a des rapports où ils parlent de taux d'occupation, de zones en développement, etc. Et ça donne déjà une bonne indication sur comment choisir sa zone. Intéressant. Et du coup, on connaît l'emplacement. J'aimerais juste vous donner une vision globale de Phuket au niveau des emplacements différents qui sont souvent choisis par les étrangers. Vous avez en bas de Phuket, vous avez Rawai, qui est une zone qui est assez calme. C'est assez loin de l'aéroport. C'est une zone qui est plus résidentielle. Vous avez quelques hôtels, mais globalement, c'est surtout résidentiel. Vous avez d'ailleurs pas très loin l'hôtel où reste tout le temps Dan Bilzerian quand il vient en vacances. Vous avez ensuite ce que vous voyez à la télévision qui est Patong. Patong, qui est la walking street de Phuket. C'est là où est-ce qu'il y a tous les établissements nocturnes. Et donc, c'est là où vous avez beaucoup de gens qui vont du coup faire la fête. Et du coup, qui dit faire la fête dit consommer de l'alcool et dit pas forcément le meilleur endroit dans lequel vous voulez avoir des locataires en court terme. Exact. Vous avez ensuite la zone de Kamala. Kamala qui a commencé à se développer très fort il y a de ça 5-6 ans et qui s'est transformée en zone de luxe où vous avez les villas les plus chères,
C'est là où est-ce que vous avez aussi les vues les plus incroyables, notamment pour le coucher de soleil. Vous avez vraiment des trucs de malade. C'est là où vous avez le Café Del Mar, l'Intercontinental, vous avez l'hôtel Twin Palms, Mont Azur. Bref, vous avez vraiment énormément de choses pour les millionnaires et multimillionnaires. Vous avez ensuite Banque Tao. Alors, Kamala, certes, c'est fait pour les ultra riches. Par contre, il y a de moins en moins de gens qui restent à l'année à Kamala, de moins en moins de résidentiels. Beaucoup de gens s'en vont du coup vers Banque Tao. C'est juste, Même les gens qui habitaient à Phuket vont vers Banque Tao. Alors il y a plein de raisons à ça, mais il y a aussi énormément de golf aux alentours de Banque Tao. Il y a une énorme communauté de joueurs de golf, d'autant plus qu'en Thaïlande, il me semble que après le Muay Thai, c'est le golf, c'est le sport où il y a plus de joueurs en pourcentage de la population en Thaïlande. J'apprends quelque chose. Donc c'est énorme. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de joueurs de golf qui viennent à Phuket, parce que les terrains sont super bien, super neufs, bien entretenus, parce que le coût de la qualité de la main d'œuvre, le ratio est super intéressant. Et donc du coup les golfs, moi qui joue au golf, je vais jouer au golf à Phuket, alors que j'habite à Bangkok. Donc c'est vraiment les meilleurs. Et du coup, la zone dans laquelle investit Cyril, si je devais investir à Bangkok, j'aurais investi à Banque Tao. Parce que résidentiel, parce que vous avez tout de même des gens qui viennent en vacances, qui veulent pas être dans le bordel de Kamala aussi, qui devient de plus en plus vacancier. Et donc du coup, Banque Tao, pour moi, c'est la zone qui fait le plus sens pour un investissement, que ce soit résidentiel ou en courte durée. Maintenant qu'on connaît tout ça, est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur les chiffres? Combien est-ce que t'as coûté la globalité de ton projet, que ce soit prix du terrain, prix de la construction, mais aussi coût de l'ameublement? Est-ce que tu peux déjà nous donner une idée de combien ça t'a coûté? Ouais, avec plaisir. C'est un prix qui est très bas parce que je suis arrivé encore pendant le Covid et j'étais la première personne à acheter une villa sur ce projet. Donc je l'ai acheté complètement off-plan, sur plan en français, pardon. Donc quand je suis arrivé, c'était juste de l'herbe. Il n'y avait rien du tout. Il y avait juste un 3D, un plan d'ingénierie. Et j'étais la première personne à en fait faire un dépôt pour une villa. Donc j'ai vraiment eu un prix très très préférentiel en Thai baht à 12,8 millions de bahts. En plus, c'était un prix légèrement négocié. Ensuite, derrière, au total, si on compte les frais administratifs, etc., on va dire qu'il y en avait pour à peu près 400 000 bahts de plus. Et j'ai investi approximativement 1,8 million dans l'ameublement de la villa. C'est pas un budget très très large, mais vu que j'ai fait tout moi-même, évidemment j'ai été aidé, mais j'ai quand même fait la majorité moi-même, pris les décisions moi-même, engagé les gens moi-même, choisi les matériaux, etc., et commandé tout le matériel de construction moi-même, et donc du coup juste payer des salaires pour les personnes qui travaillaient. Le prix forcément final a été nettement plus bas que si j'avais dû avoir un intermédiaire avec un designer. Donc je m'en suis sorti pour le tout avec 15 millions de bahts. Aujourd'hui j'ai déjà reçu une offre à 24 millions de bahts la semaine dernière pour la revendre, donc ça fait une plus-value sur les Thai bahts à peu près de 60%, si je dis pas de bêtises. J'ai pas l'intention de la revendre, c'était le but d'avoir du cash flow et d'avoir une villa en location qui rapporte quelque chose mensuellement. Mais voilà, ça donne déjà à peu près une idée du potentiel qu'elle a sur la revente, donc c'était un très très joli coup. C'est pas parce que je suis arrivé pendant le Covid que c'était la dernière opportunité. Il y a toujours des opportunités disponibles sur le marché, il y en a toute une série, si on fait la bonne analyse de marché en amont. Et puis après, au niveau des revenus locatifs, donc là on est en saison basse. On a commencé en avril. Donc forcément, on n'avait pas encore des reviews sur les plateformes, etc. Il faut savoir qu'il y a toute une petite mise en place à mettre quand même. Alors j'ai investi dans une société de management justement qui s'occupe de ma villa. Cette société, elle doit avoir une licence hôtelière. Il faut avoir toute une série de normes de sécurité, etc. dans la villa avant de démarrer. Donc on a démarré forcément lentement. Mais quand on a littéralement commencé à être complètement ouvert sur toutes les plateformes, c'était, je crois, en mai. On a assez vite eu une occupation de 77% alors qu'on est au creux de l'année. Là, en juillet, on est déjà à 87%. J'ai dit 77, pardon, je suis suisse, mais 77 pour les Français. Ça, c'était en mai, donc on a fait à peu près la même chose en juin. Aujourd'hui, on est à 87% en juillet, alors que le mois n'est pas encore fini. Et on est à 200 000 bahts le premier mois, et aujourd'hui, je suis à 317 sur le mois courant. Donc, je parle de brut. 317 000 bahts de loyer pour le mois de juillet. De juillet, qui est la saison basse en Thaïlande. Qui est la saison basse en Thaïlande, ouais. Et de mon expérience, de la data, de ce que les autres propriétaires me disent sur place, les chiffres doublent pendant la saison de décembre. Donc là, on serait au bas. Entre deux, on va être au milieu. Et en décembre, on va faire le double. Et surtout, les taux d'occupation en été sont à 100% et plus parfois. En gros, pour que vous compreniez comment fonctionne le marché du tourisme à Phuket spécifiquement, quand ici, c'est la saison basse, donc la saison des pluies, eh bien, vous avez toute une communauté de Middle East, comme on dit en français. Exactement. Ouais. De gens
du Moyen-Orient. Exact. Qui viennent du coup en Thaïlande parce qu'il fait beaucoup trop chaud, par exemple en Arabie Saoudite, à Dubaï, etc. Et donc ils viennent à Phuket. Vous avez également une énorme communauté ukrainienne et russe pour des raisons évidentes. Vous avez énormément aussi de Chinois. Et donc en gros, ces communautés viennent changer en fonction de la saison. Donc moi personnellement, tu vois, qui pourrait penser ah bah tiens, durant la saison des pluies, bah il y a pas grand monde parce qu'il pleut. C'est complètement faux. Vous avez juste une clientèle qui est différente. Et d'autant plus que, et là il y a une petite similitude avec le marché de Dubaï, c'est que quand ça se passe mal dans certains pays, eh bien c'est les pays qui sont plus ou moins stables et qui n'ont pas de conflit avec les autres qui viennent récupérer des flux financiers. Et donc Dubaï, tout comme Phuket, tout comme Bali, quand ça se passe mal dans certains pays un peu partout dans le monde, eh bien du coup ils viennent ici. Et il y a pas mal de personnes aussi qui se demandent mais pourquoi est-ce que je vais faire un leasehold quand je peux faire du freehold ? Vous avez beaucoup de pays dans le monde qui interdisent leurs citoyens d'acheter un terrain en dehors de leur pays de citoyenneté. Et donc le leasehold, bah, c'est parfait justement pour ces personnes parce qu'elles ne sont pas réellement propriétaires du terrain, mais elles sont propriétaires d'un contrat d'exploitation du terrain. Et donc du coup, bah, vous avez énormément de gens qui sont très contents de faire du leasehold. Du coup, ça te fait un rendement qui est complètement abusé. Je vais maintenant donner quelques détails sur les taxes en Thaïlande, que les gens comprennent un petit peu. Tu voulais ajouter quelque chose juste avant qu'on parle de l'emplacement ? Tu voulais parler de quelque chose sur la villa ? Non. Pour résumer, en gros, on peut dire que ça fait facilement à 20% par an. Je pense qu'on sera à 20% net, mais j'essaie de pas trop me réjouir en avance. Mais si je regarde les chiffres, raisonnablement, on est à 20%. Ouais. D'autant plus que perso, je vais à Phuket quasiment tous les ans pour le Nouvel An. Et c'est un enfer de trouver un logement, ne serait-ce qu'un mois avant. Les hôtels sont pleins, les villas sont pleines. C'est ça. C'est vraiment très cher et très peu de disponibilité. Donc on pourrait croire que de se dire « Ah mais ça construit depuis des années, à un moment donné il n'y aura pas assez de demandes ». En fait je crois que les gens comparent dans leur esprit Bali et Phuket. J'aime beaucoup Bali. Je vous dis juste simplement que Phuket c'est énormément plus grand, énormément plus touristique depuis beaucoup plus longtemps. Et il y a une communauté aussi qui a de l'argent qui vient de partout dans le monde. Par exemple, moi qui ai passé du temps à Bali, des Middle East, j'en ai vu très très peu. Des Chinois, il y en a aussi très très peu. Il y en a quelques-uns, mais comparément à Phuket, le taux d'achat, les statistiques montrent qu'il y a énormément plus de communautés qui vont plutôt se diriger vers Phuket. C'est juste. Pour une raison qui est simple et pas simple à la fois, mais pour vous donner aussi, pour ceux qui sont jamais venus, qui se diraient c'est sur une île et donc du coup c'est pas forcément hyper développé, vous avez parmi les meilleurs hôpitaux d'Asie du Sud-Est qui sont à Phuket. Vous avez aussi des shopping malls gigantesques avec tous les trucs les plus luxueux. Et encore une fois, c'est ce qu'il n'y a pas à Bali. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai mon associé qui est à Bali qui m'a dit « Ah, ils ont ouvert un Zara, tout le monde s'est jeté dessus. » Ah ouais. Enfin, juste pour vous donner une petite idée, les Middle East adorent les marques de luxe et il faut qu'il y ait des shopping malls aussi de luxe pour pouvoir subvenir à ses besoins, si je puis dire. Même chose avec les Chinois. Et donc du coup, naturellement, ça attire une clientèle qui a naturellement plus d'argent. C'est pour ça aussi que le prix de l'immobilier est plus cher qu'à Bali, bien que ça dépend en fonction des localisations, mais globalement, c'est quand même plus cher. Donc maintenant, petit point sur les taxes. Alors, les taxes, ça va vraiment dépendre de quel régime vous choisissez, si je puis dire. Est-ce que vous achetez en pro, donc en freehold, ou est-ce que vous achetez en leasehold et donc du coup en perso ? Et donc du coup, si vous achetez par exemple, peu importe, si vous louez par exemple en leasehold, c'est obligé d'être à titre perso. Vous allez, si vous êtes résident fiscal en Thaïlande, payer entre 5 à 35% d'impôt sur le revenu. Si vous n'êtes pas résident fiscal thaïlandais, mais que vous touchez des loyers d'une villa par exemple à Phuket, vous allez payer 15% de flat tax, et ensuite s'il y a une imposition sur le revenu dans votre pays de résidence qui s'ajoute, ce sera simplement un crédit d'impôt. Il y a un accord de non-double imposition entre la Thaïlande et la France et plein d'autres pays dans le monde, donc vous ne paierez pas 2 fois les impôts, vous le paierez une première fois ici, qui sera un crédit d'impôt que vous ne repaierez pas du coup dans votre pays de résidence. Concernant les sociétés, c'est différent parce que tout comme une société en France, vous pouvez venir réduire finalement votre bénéfice sur le plan comptable de par ce que vous avez investi dans la villa. Donc typiquement les meubles, typiquement l'entretien, par exemple la piscine, le nettoyage, la société de gestion, etc., etc. Et donc vous pouvez passer énormément de frais. Je vais aussi faire une petite parenthèse dans laquelle je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais il y a tout ce qui se passe dans la théorie que je suis en train de vous dire, et il y a ce qui se passe sur le terrain. Ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui me disent Théo, j'ai vu sur internet que ce que tu dis ce n'est pas vrai, que truc, que machin.
Moi, je suis arrivé pour la première fois en Thaïlande il y a de ça 10 ans. J'ai passé sur place plus de 6 ans. Donc, quand je vous dis quelque chose, c'est ce qui se passe réellement. Et en effet, il y a toujours une différence entre ce qu'il y a dans les livres et ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, peu importe que vous achetiez en freehold ou en leasehold, à titre perso ou pro, vous avez tout de même des frais ou des taxes qui vont s'appliquer lorsque vous effectuez une transaction. Donc toi, tu l'as évoqué parce que tu as dit le prix global, mais en gros, quand vous effectuez une transaction, vous avez 3% de ce qu'on appelle transaction fee. Donc c'est un frais de transaction et ces frais peuvent être partagés avec le vendeur et l'acheteur. Donc typiquement, ça peut être 1,5% chacun, ou alors c'est sujet à négociation. Donc c'est soit le développeur qui le prend en charge complètement, soit c'est l'acheteur qui le prend en charge complètement. C'est sujet à négociation. Concernant les frais d'agent immobilier, lorsque vous achetez un projet en développement, c'est invisible pour l'acheteur. C'est-à-dire que c'est le développeur qui va payer l'agent immobilier. Mais généralement, comptez sur, par exemple, des appartements ici à Bangkok, c'est environ 3% de transaction fee. Et quand vous achetez une villa, ça va de 3 à 6%, parfois même plus. C'est vraiment, encore une fois, au cas par cas de la négociation. Et donc, du coup, ça peut vous donner une petite idée de ce qu'il peut y avoir en termes de frais lorsque vous effectuez une opération d'achat, mais aussi de revente. Maintenant que vous connaissez tous ces détails croustillants de la théorie, maintenant, j'aimerais que tu nous dises, est-ce que tu as fait des erreurs lorsque tu as réalisé cet investissement? Si oui, lesquelles, afin que les gens évitent de réaliser ces mêmes erreurs? Oui, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde en fait toujours dans à peu près tout. Pas d'erreur majeure, et ça, justement pour éviter les grosses erreurs, comme je mentionnais avant, une étude de marché, une due diligence, bien tout analyser en amont, bien faire toutes les recherches, engager un avocat, pas écouter les rumeurs ou ce que les gens disent, comment ça se passe en Thaïlande, etc. Comme tu l'as justement dit, un avocat, point barre, on va droit vers le légal. Et après les erreurs, c'était quelques erreurs opérationnelles. Alors au niveau de l'ameublement, évidemment c'est très difficile, je suis pas designer, donc j'ai fait ça pour ma propriété, mais j'ai dû engager des gens, j'ai dû leur faire confiance, parfois un peu trop. J'ai eu quelques contracteurs qui demandaient des gros dépôts en justifiant les frais par des coûts de matériel, etc. Et puis en fait qui prennent le dépôt, commencent à travailler, très vite viennent dire qu'ils ont plus de fonds parce qu'ils ont tout dépensé dans le matériel, etc. Ce qui est pas vrai. Donc j'ai dû me séparer de plusieurs personnes en cours de route, ça c'était un petit peu pénible. Pour se protéger de ça, le seul conseil que je peux donner, c'est renseignez-vous à mort sur les coûts de construction, sur les frais de matériel, etc. Comme ça, si vous engagez un designer par exemple pour vous faire quelques lits, vous regardez le prix du bois, le prix des LED que vous ajoutez sous le lit, le prix des matelas, etc. Et s'il vous fait un prix total, déjà assurez-vous que ce prix soit raisonnable, mais aussi il va vous demander un dépôt au départ et ensuite payer au fur et à mesure de son travail et à la livraison. Faites en sorte de ne pas payer plus que ce qui est nécessaire pour les coûts de construction concrets qu'il a et de lui payer sa part, donc les profits plus vers la fin. Ça résout énormément de problèmes. Après, j'ai eu aussi des réflexions en cours de route. On avait des designs, par exemple, on avait une tête de lit qui était en marbre noir. Et c'était mon designer le gars que j'ai engagé pour faire construire les lits plutôt, parce que c'était pas vraiment un designer, qui avait conseillé ça. Et j'étais persuadé que c'était moche. J'avais un problème avec ça. Donc, au bout d'un moment, ce que je me suis dit, c'est OK, cette villa, elle est destinée à la location. Donc, est-ce que c'est vraiment mes goûts et est-ce que je suis censé écouter mon intention? Est-ce que je suis censé écouter le marché? Et logiquement, il vaut mieux écouter le marché pour que la villa ait du succès. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement posté sur Instagram différentes options et demandé aux gens de voter. Et les votes, toujours été très clairs. Donc, j'ai simplement suivi la majorité, changé un peu les designs en cours de route. Donc, j'ai perdu un peu d'argent, mais pas trop. Une fois de plus, j'ai acheté les matériels de manière générale moi-même, donc ça va, c'était pas trop dramatique, mais j'ai eu quelques petits problèmes en cours de route et du coup forcément un peu de retard. Après le retard quand on est propriétaire, c'est pas grave. Entre guillemets, j'ai pas un client derrière qui attend quelque chose, donc c'est digérable, mais de manière générale aussi, tout prend toujours beaucoup plus de temps que ce qui est prévu. Que ce soit au niveau du développement, de la construction, de l'ameublement. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu allais sur Phuket pour visiter les projets et le moment où tu as mis le premier jour en location ta villa? À peu près. On avait visité en même temps. Je sais pas, on était ensemble, je me rappelle plus la date j'étais aussi exactement. À Phuket, en effet. On n'avait pas visité ensemble, on était ensemble à Phuket. Ouais. Je sais plus exactement quand c'était, mais il me semble que ça a pris, je dirais 18 mois, je pense, entre le moment où je me suis engagé, j'ai payé le dépôt et le moment où la villa était terminée. C'est un développeur qui est vraiment très très fiable. Je suis vraiment hyper content et rempli de gratitude d'avoir investi avec eux. Ils ont respecté les délais, ils ont été carrés, ils ont suivi la liste des matériaux, etc. qu'ils avaient fait. Donc j'ai eu de la chance. En principe, c'est 18 mois.
Il y a certains promoteurs qui font des villas en 6 à 12 mois, quand elles sont un peu plus petites. Là, il y a 2 étages, donc les structures sont plus épaisses, donc ça prend un peu plus de temps. Mais souvent, les villas en Thaïlande sont sur un étage, et ces villas-là, s'ils ont une bonne team de construction et qu'ils ont suffisamment de staff, ça peut être fait en 12 mois, même en 6 mois pour les plus petites villas de 2-3 chambres. Donc globalement, c'est à peu près ça les chiffres. C'est bien, c'est allé assez vite globalement. Donc du coup, les erreurs, c'est plus sur l'aspect... finalement les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'immobilier d'une manière générale. C'est pas spécifique à ton cas, c'est juste que parfois il y a des repositionnements à faire. Je te donne l'exemple de mon appartement qui était au Ritz-Carlton où j'ai demandé à mon designer de mettre un petit peu d'époxy au sol et finalement il s'est trompé, il a mis de l'époxy dans tout l'appartement. Donc c'est des problèmes finalement qui reviennent un peu partout sur tout type d'opération. Il y a des personnes qui vont être intéressées par la construction de villas mais pas forcément à Phuket, et qui se demandent, ou tu sais qu'ils ont envie d'investir à Phuket, mais qui se demandent toujours, est-ce que je devrais pas plutôt le faire à Pattaya, à Koh Samui ou à Hua Hin? Et donc ce que j'aimerais, c'est que de manière brute, honnête, cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucune ville de Thaïlande, j'aimerais qu'on donne notre avis sur ces différentes villes. Alors, on va commencer par la plus simple à trancher, c'est Pattaya. Est-ce que tu peux nous donner ton avis? Quelqu'un aujourd'hui qui se demande, qui habite par exemple en Thaïlande ou qui a pour but d'investir ici en Thaïlande, qui se demande est-ce que c'est une bonne idée d'investir à Pattaya, construire une villa? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors effectivement, je précise, j'ai absolument rien à vendre et comme chaque ville sur Terre, il y a des très bonnes opportunités d'investissement partout, donc je veux surtout pas cracher sur le travail des agents qui sont à Pattaya, etc. Il y a des bons ROI, etc. Après, personnellement, la raison pour laquelle j'investirais à Phuket et pas à Pattaya, en fait, il y en a 2. La première, c'est la réputation et la raison pour laquelle il y a du tourisme à Pattaya. C'est beaucoup tourné autour du sexe, c'est un tourisme de fête et voilà, en ce moment, comme tu l'as dit avant, j'ai beaucoup de Dubaïotes et de Saoudi-Arabiens chez moi et ces gens-là ne boivent pas d'alcool, ne cassent rien, sont extrêmement respectueux et j'aurais un peu peur d'avoir une mauvaise clientèle, surtout si je suis dans la location à court terme parce que ça veut dire que votre clientèle c'est des touristes et non pas des locaux, des expats. Ça c'est une première raison et j'ai envie de faire du court terme parce que c'est beaucoup plus rentable. La deuxième raison, en anglais ils appellent ça le Long Run Marginal Cost, LRMC, c'est de regarder combien ça coûte de construire plus dans la zone où vous êtes. Et en fait, c'est simplement de se poser la question, mais à quel point est-ce qu'on peut s'étaler et construire des maisons jusqu'à ce qu'il y en ait trop, comme par exemple les condos bas de gamme à Bangkok, aujourd'hui il y en a beaucoup trop. Et ça, en fait, ça vous protège dans le long terme sur le prix de votre bien immobilier. Phuket, comme je l'ai mentionné avant, on peut pas construire à plus de 80 mètres d'altitude, il y a beaucoup de terrains forestiers, c'est une île. Pattaya, pour moi, c'est plus plat et étalable. Donc, j'aurais aussi un petit peu peur de la limitation de à quel point est-ce qu'on peut construire. Par exemple, si je vous donne un exemple ultra simple, Hong Kong, entouré de mer et de montagnes, j'y suis jamais allé, mais je sais que le prix de l'immobilier est extrêmement cher parce qu'il n'y a plus de place pour construire, à part en hauteur. Et ça, pour moi, c'est un bon indicateur quand on investit. Ça veut dire un LRMC qui est croissant. Donc, de plus en plus de coûts pour les nouvelles constructions. Comme ça nous protège du prix de vente. Donc ça, ce serait pour moi les 2 raisons principales pour lesquelles j'irais pas à Pattaya. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi-même, sans le deuxième critère, le premier critère me suffit. C'est-à-dire que la communauté... En fait, quand vous investissez dans un bien, demandez-vous, est-ce que vous seriez prêt à accueillir les locataires chez vous, dans votre résidence principale? Si vous avez des clients de services alternatifs qui viennent, du coup, qui se déplacent pour ça, demandez-vous ce qu'ils vont faire dans votre bien immobilier. Et donc du coup, en effet, je pense que je préfère investir à Phuket, à Bang Tao, d'avoir des Middle East et puis des Arabes Saoudiens plutôt dans mes logements, de par leur manière d'agir, de par leur manière de leurs coutumes, etc., de respecter le bien immobilier. Et donc du coup, le fait d'investir dans une zone où évidemment c'est plus calme, dans laquelle il y a des golfs, des écoles, des super restaurants, qui est éloigné de l'espace de fête, en effet, ça prévient de beaucoup de risques potentiels. Donc j'ai la même analyse que toi sur Pattaya et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis dans le sens où il est possible de faire de l'argent dans toutes les villes de Thaïlande, ça va surtout dépendre du deal. Vous pouvez investir à Phuket, à Bang Tao et faire un mauvais deal. Vous pouvez investir à Pattaya et faire un excellent deal. Maintenant, à Pattaya, si je devais vraiment le faire, je ferais de l'achat-revente, mais je mettrais pas de locataire. Clairement. Pourquoi pas, ouais. Deuxième ville de Thaïlande dans laquelle les gens peuvent se poser des questions, c'est Koh Samui. Est-ce que tu peux nous parler de Koh Samui? Alors, j'ai aussi investi à Koh Samui avec mon associé Yann, dont je parlais rapidement au début. On a investi dans un plus petit projet, donc forcément j'ai un avis qui est relativement optimiste par rapport à Samui. Maintenant, si je devais choisir Samui ou Phuket, la réponse ça reste Phuket, pour plusieurs raisons. Pour moi, il y a des limites à Samui. Alors déjà,
Phuket, c'est une presqu'île. Il y a une route, ce qui fait que les matériaux de construction, de manière générale, sont beaucoup moins chers qu'à Samui. Les ressources sont beaucoup plus accessibles. Donc, c'est plus facile de construire et c'est moins cher. Samui, c'est une vraie île, même s'il y a des projets de route, etc. Pour l'instant, c'est une île. Et ça, c'est une première chose. C'est pas la même province. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup moins de régulation au niveau de la construction à Samui. Et ça, c'est un problème aussi parce que je parlais du LRMC avant. À Samui, on construit à peu près n'importe où sur les îles, sur les collines, les montagnes. Si vous allez à Samui, vous verrez des chantiers un peu partout, des maisons jusqu'au sommet, etc. Donc, il y a moins de protection de la nature, il y a moins de régulation, ce qui fait que ça, c'est forcément un marché un peu plus risqué à ce niveau-là aussi. Et encore une chose que je pourrais dire par rapport à Samui, je sais pas exactement pourquoi, mais il y a beaucoup de développeurs, et je pense que tu veux peut-être en parler plus tard, mais qui sont pas très sérieux, voire pas sérieux du tout, qui sont installés à Samui. Et si vous baladez à Samui, vous verrez des cadavres de maisons à peu près partout, surtout dans les zones, près des grandes plages, en fait, près des grandes destinations touristiques. Et il y a beaucoup de raisons à ça, mais globalement, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas touché à leur fin, surtout pendant le Covid à Samui. Donc ça, c'est quelque chose qui forcément est un peu effrayant. Donc moi, j'ai investi dans un cadre tout particulier où j'étais vraiment en confiance. Il y avait déjà des villas finies, on connaissait bien la propriétaire du terrain. Une fois de plus, c'était la propriétaire du terrain qui développait dessus. Donc dans ce cadre-là, j'ai vu une opportunité d'achat-revente et je me suis dit pourquoi pas, vu que c'est sécurisé. Mais globalement, je préfère quand même Phuket parce que je trouve que c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus régulé et respecté au niveau des normes environnementales, etc. Et donc dans le long terme, je parierais plus sur Phuket que Samui, même si je suis un grand fan de Samui, c'est ma destination de préférée à peu près pour vraiment aller en vacances et décontracter. Donc très bon marché aussi, il y a énormément d'investissements à succès à Samui. Je peux pas critiquer, mais je peux quand même vous dire pourquoi je préfère quand même Phuket. Mais on parle de deux très bonnes destinations d'investissement dans tous les cas. Je suis complètement d'accord avec ton analyse sur Samui. Une nouvelle fois, il y a beaucoup d'opportunités possibles, mais les événements du passé me disent que j'ai un mauvais feeling. Je dormirai pas la nuit aussi bien que si j'avais investi à Phuket et plus particulièrement en Bang Tao. Donc en gros, comme tu le disais juste avant, en France on appelle ça des départements, en Thaïlande on appelle ça des provinces. Les provinces ont davantage de contrôle sur les lois d'urbanisation. Et donc du coup, Samui, tout simplement le fait que ce soit une plus petite île, vous avez naturellement moins d'intermédiaires qui vont interférer sur les lois. Et donc, naturellement, moins de régulation. Et on y reviendra juste après à la fin de la vidéo où on parlera des éventuelles arnaques, comment les éviter en Thaïlande, et puis aussi des pièges, et puis il y a des gens qui tombent bêtement dans des choses qui sont assez simples à éviter, mais je vais le spécifier après. En effet, il y a des développeurs qui sont à éviter et qui du coup ont fait valise et sont partis de Thaïlande. Et donc du coup Phuket, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même énormément de régulation, et aussi Phuket, ce qui est bien, c'est que ça reste une île où les gens parlent beaucoup, où ça communique beaucoup, où s'il y a un développeur qui fait un peu n'importe quoi, ça va très vite se savoir. C'est vrai. Tandis qu'à Samui, tout le monde se connaît un petit peu. Voilà, donc les intérêts sont un petit peu différents et partagés. Donc pour toutes ces raisons, je n'irai pas en priorité sur Samui. Il y a un point aussi que j'ai pas mentionné, c'est le fait que Samui, c'est un aéroport privé qui appartient à une famille. Et il n'y a que des vols qui viennent de Bangkok et qui sont surchargés à mort par l'aéroport, qui prennent des commissions vu qu'ils ont l'exclusivité sur l'île. Samui, c'est un aéroport international, il y a des vols qui viennent directement de Dubaï. Phuket. C'est un aéroport international et donc le trafic est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et je pense que c'est quand même un critère de décision pour les gens de Bangkok qui vont se faire un petit week-end aux îles. Est-ce que je paye 10 000 bahts mes vols pour aller à Samui ou est-ce que je paye 3 000 pour aller à Phuket? Je pense que ça rentre aussi un peu en considération. Complètement, surtout auprès des Thaïlandais. Surtout auprès des Thaïlandais, ouais. Et puis même ceux qui ont de l'argent en Thaïlande, pour que vous compreniez un petit peu, les Thaïlandais, c'est pas parce qu'il y en a certains qui sont très riches. Pour que les gens comprennent aussi un petit peu, le top 1% des Thaïlandais gagnent plus que le top 1% des Français, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités en Thaïlande. Ça veut pas dire que les Thaïlandais globalement sont plus riches que les Français, ça veut simplement dire qu'il y a plus d'inégalités. Et donc du coup, ce top 1% des Thaïs, en fait, même s'ils ont de l'argent, ils veulent pas se faire... ils acceptent pas de payer ce premium supplémentaire. Donc même s'il y en a certains qui vont à Samui, globalement, il y en a beaucoup qui se disent « je n'y vais pas parce que aéroport privé, parce que billet d'avion trop cher ». Donc il y a beaucoup moins de Thaïs à Samui, par exemple, qu'il y en a à Phuket. Maintenant, dernière ville de laquelle j'aimerais ton avis, c'est Hua Hin. Hua Hin, qui est du coup une ville en Thaïlande dans laquelle il y a
plus de retraités que dans d'autres villes de Thaïlande. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur Hua Hin? Est-ce que tu y mettrais des billes? Pas pour le moment. Si j'avais vraiment le capital de diversifier un gros portfolio d'investissement, pourquoi pas aller jeter un œil. Après, voilà, dans l'immédiat, je reviens à la même analyse. Le LRMC de Hua Hin, tu peux construire partout à Hua Hin. C'est un immense plat de terrain constructible. Et je pense que c'est plus difficile, en fait, de s'assurer que quand tu achètes un bien à Hua Hin, dans une dizaine d'années ou dans 20 ans, il n'y ait pas la concurrence de tous les côtés et que ton bien soit un peu démodé ou trop vieux ou que le terrain n'ait pas forcément pris de la valeur. Donc ça, c'est une chose que je considérerais. Ensuite, comme tu l'as bien mentionné, c'est très populaire pour la retraite, Hua Hin. Et donc, du coup, je pense que de manière générale, et ça, j'ai peut-être tort parce que je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est plus une zone où il y a des expats que des touristes. Aussi parce que les plages sont nettement moins belles qu'à Samui et Phuket, c'est pas la même eau. Donc, on serait forcément sur des contrats de location à long terme et donc des ROI un peu plus bas parce que évidemment on fait moins d'argent quand on a un contrat de 12 mois que quand on a des séjours de 3, 4, 5 nuits dans une maison. Donc pour ces raisons-là, je pense que j'ai pas pris le temps d'aller analyser en profondeur le marché de Hua Hin. Par contre, si quelqu'un peut me prouver le contraire, et je suis de tout ouïe, je suis absolument pas persuadé que c'est un bon ou un mauvais marché. J'ai peut-être tort et je suis parfaitement ouvert à découvrir ce marché plus tard en tout cas. Non mais tu as totalement raison et je vais rebondir sur un point parce qu'il y a des gens qui vont du coup habiter dans différentes provinces de Thaïlande et qui vont dire ouais non les plages de machin sont plus belles que les plages de trucs. Ah. Je vais juste vous donner en fait quelque chose de très simple qui est en fait pourquoi est-ce que les plages, pourquoi est-ce que la mer est plus propre, plus chaude à Phuket que par exemple à Hua Hin, pour la simple et bonne raison que c'est pas du même côté de la mer. Donc vous avez la mer d'Andaman qui est du coup du côté de Phuket et à l'intérieur c'est le golfe de Thaïlande, donc du coup Pattaya, Hua Hin, etc. vont avoir cette eau du golfe de Thaïlande qui n'est pas aussi belle que la mer d'Andaman. Et donc du coup c'est pour ça que les plages, l'eau en tout cas, est plus belle, plus transparente, plus chaude que de l'autre côté. Et je rejoins ton analyse sur Hua Hin qui est que vous avez beaucoup de résidentiels et très peu d'hôtels qui vont faire des gros chiffres. Pas plus tard qu'hier soir, je regardais parce que moi j'aime bien Hua Hin, j'aime bien aussi Khao Yai qui est une autre ville en Thaïlande. On va pas rentrer dans le détail de toutes les petites villes en Thaïlande, mais en gros, j'aime m'y rendre. Pourquoi ? Parce que ça me déconnecte et ça me branche avec la nature et surtout qu'il n'y a aucun touriste. Et donc, Hua Hin et Khao Yai, il y a très 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 peu de touristes. Et vous avez beaucoup de vacances locatives dans les hôtels. Et encore une fois, ceux qui me diront sur quoi tu t'appuies pour dire ça, je l'ai déjà évoqué dans une vidéo quand je vous parlais de mes achats immobiliers en Thaïlande, particulièrement les condominiums. Les 2 appartements les plus chers que j'ai achetés ici, c'est parce qu'un développeur faisait faillite à Hua Hin. Et donc du coup, ça me laisse penser qu'il y a naturellement moins d'achats, moins de personnes finalement qui vont à Hua Hin et qui ont aussi moins d'argent parce que ça coûte aussi moins cher. Donc c'est pour toutes ces raisons que personnellement je pense que Hua Hin est une zone intéressante si vous souhaitez prendre votre retraite et que vous souhaitez acheter par exemple un condo pour y vivre, pour y passer des beaux jours. Par contre, faire de la location courte durée à Hua Hin, effectivement comme partout ça peut marcher, mais j'aurais beaucoup plus confiance dans Phuket et plus particulièrement dans Bang Tao. C'est vrai. Par contre, à Hua Hin, c'est vrai qu'effectivement, on peut aussi s'acheter des magnifiques villas de 3-4 chambres qui sont littéralement la moitié du prix de Phuket. Donc, peut-être très intéressant pour les retraités ou pour les gens qui ont envie d'aller habiter à Hua Hin. Il y a certainement plein de choses sympas qu'on connaît là-bas. Après, voilà, tout ce que je dis, et pour toi, c'est pareil, Théo, on parle purement optique investissement. Donc, on n'est pas en train de dire, ouais, c'est mieux Phuket, c'est mieux Samui ou je ne sais quoi. C'est purement, on va dire, basé sur des chiffres et analytique les constats qu'on fait, donc voilà, c'est pas pour critiquer une zone plus qu'une autre. Moi je suis comme toi, les vacances j'adore aller en pleine nature, je préfère Samui à Phuket pour aller 1 semaine ou 2 me relaxer, ça c'est personnel, mais voilà, les investissements c'est un sujet complètement séparé. C'est que des chiffres, c'est que une analyse qui est basée sur combien est-ce que je vais payer, combien est-ce que ça va rentrer dans mes poches. C'est ça. En parlant de rentrer dans les poches, on va toucher maintenant au sujet croustillant qui est les arnaques en Thaïlande. Les arnaques en Thaïlande. Alors, je vais vous parler de différents cas que j'ai pu entendre, que j'ai pu constater de la part de personnes qui ont essayé ou fait des opérations sur des terrains en Thaïlande et qui sont repartis plumés, ou qui sont toujours là, mais plumés. Donc, on va vous parler des 3 cas les plus communs, si je puis dire, de personnes qui y ont laissé des plumes.
Le cas le plus connu, c'est un homme occidental qui arrive et qui n'a pas trop de succès auprès des femmes en Europe et qui arrive en Thaïlande et qui du coup rencontre le carton plein. Il tombe amoureux d'une femme qu'il rencontre dans un bar lorsqu'il boit sa petite bière Chang ou Léo, c'est au choix. Et l'amour sincère et véritable apparaît et la personne a envie de prendre en charge financièrement cette personne afin qu'elle ne travaille plus dans son établissement nocturne. Du coup, je caricature, mais c'est parfois ce qui se passe. C'est parfois même souvent, par rapport à la suite que je vais vous dire. Du coup, cette personne, donc cette fille, la plupart du temps en question, va du coup convaincre le petit ami ou le mari, si elle a réussi à aller jusqu'au bout, parce que parfois certains se marient ou d'autres sont juste en couple, et donc ils ont envie d'acheter une villa, et donc de devenir propriétaire d'un terrain. Sauf que, effectivement, pourquoi passer par un avocat quand ma petite copine qui travaille à l'établissement nocturne du coin peut me conseiller sur le cadre légal de mon investissement. Et donc du coup, cette personne vient à effectuer une opération d'achat de terrain. Et donc, c'est globalement la Thaïlandaise qui est propriétaire du terrain. Et donc, il faut bien dissocier la personne qui paie et la personne qui est propriétaire du terrain. Donc, quand vous mettez à 100% le terrain ou la société qui détient le terrain au nom d'une tierce personne, c'est cette personne qui est propriétaire à 100% du terrain ou de la villa. Il n'y a pas d'histoire de c'est parce que c'est moi qui ai payé que truc que machin. Non. Vous payez, c'est super, tant mieux pour vous, mais si j'achète une villa pour Cyril, c'est Cyril le propriétaire. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai payé que on va partager quoi que ce soit. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur et se disent je peux avoir une confiance aveugle en quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Et donc voilà, il y a beaucoup de différences culturelles dans lesquelles on n'aura pas le temps de rentrer en détail dans cette vidéo, mais comprenez que c'est pas parce que vous payez que la villa est à vous. En France, c'est pas du tout la même chose. La personne qui paie le cadastre doit être à son nom, etc. Vous ne pouvez pas payer pour offrir, par exemple, un terrain pour quelqu'un. Vous devez d'abord envoyer l'argent à la personne et c'est la personne qui effectue le virement et c'est elle qui est propriétaire du cadastre. D'ailleurs, le cadastre en Thaïlande, on appelle ça un chanot. C'est le titre de propriété. Donc sur le chanot, il va être marqué en thaïlandais le nom du propriétaire. Donc typiquement, la personne te dit, oui, c'est ton nom sur le chanot, ou alors, c'est mon nom sur le chanot. Si vous parlez pas thaïlandais, si vous ne lisez pas le thaïlandais, vous mettez une petite photo avec Google Translate et vous traduisez le nom qui est dessus. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous payez un terrain que le terrain est à vous, et donc, si vous payez et que vous mettez le nom du terrain auprès d'une autre personne, ça appartient à quelqu'un d'autre. C'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette analyse ? Non, on peut être propriétaire d'une villa en tant qu'étranger, donc c'est possible que la copine ait le terrain et le copain ou le mari ait la villa. Mais dans tous les cas, si la copine décide de se séparer du copain et de lui la mettre à l'envers, elle peut lui interdire l'accès à sa propre villa. Donc autant dire que le copain, il n'a plus rien du tout. Et après, c'est aussi, la Thaïlande est un pays protectionniste. Quand on est étranger ici, on doit respecter les lois, on ne se met pas en priorité. On respecte leur culture et on s'adapte à eux. S'il y a un cas de cour ou une Thaï et un étranger se fâche, c'est en principe la Thaï qui a toutes ses chances de gagner. Et simplement aussi parce que, comme tu l'as dit, son nom est sur le chanot et c'est impossible d'avoir un nom d'étranger sur un chanot. Donc, de toute façon, à partir de là, je crois que la discussion, elle est terminée. Voilà. C'est ça. Petite spécificité pour les personnes qui se marient. Si vous achetez avec une entreprise, par exemple, un terrain sur lequel vous faites construire une villa, si vous vous séparez, la réalité c'est que la priorité reviendra à la thaïlandaise sur le terrain, donc les actifs seront séparés, mais en priorité ce sera le terrain et la villa qui seront remises à la personne qui est thaïlandaise, pour la simple et bonne raison que justement y a ces lois où les propriétaires ne peuvent pas être propriétaires du terrain et donc de la villa directement ou indirectement. Donc la seule possibilité, même pas, c'est de faire, je sais pas comment on dit en français, prenuptial agreement, un accord prénuptial. Je sais pas comment on dit en français, mais en gros, avant de vous marier, vous écrivez sur le contrat, on se marie, mais si on se sépare, la personne n'aura rien. Sachez que, du coup, il y aura un problème d'un point de vue légal et la villa reviendra très probablement tout de même à la femme parce que vous ne pouvez pas être propriétaire du terrain. Donc, même dans ce cadre-là, la propriété, il y a de fortes chances qu'elle revienne à la personne thaï ou alors, potentiellement, à vos enfants. Sachez aussi que, ça c'est une petite spécificité, j'ai un ami du coup qui était marié, qui a eu des enfants, et ses enfants avaient moins de 20 ans.
et il ne pouvait pas revendre la villa parce que les deux parties s'entendaient très bien. La femme ne voulait pas garder la villa. Il y a aussi plein de femmes thaïlandaises qui sont très honnêtes et qui du coup a dit viens, on vend la villa et puis du coup on récupère l'argent puis on sépare l'argent. La réalité, c'est que quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas vendre la villa tant qu'ils n'ont pas jusqu'à 20 ans. Donc du coup, la villa, ils ont dû la mettre en location et ils se sont partagés les bénéfices. Donc encore heureux, ils s'entendent très bien, mais sachez qu'il y a beaucoup de spécificités par rapport à ça et même un mariage avec un prenuptial agreement ne viendra pas forcément régler ces soucis. Deuxième type d'arnaque ou on va dire de miscommunication, de problème de communication. Du coup, deuxième problème, c'est, et ça aussi je l'ai entendu à Bali, c'est le fait d'inventer une structure juridique qui n'existe pas. Donc, je vous donne encore une fois un exemple concret. Vous avez envie d'acheter un terrain avec votre chérie ou avec un ami thaïlandais. Moi, j'ai un ami thaïlandais qui m'a dit « Si tu veux, viens, on investit ensemble, etc. » Mais bien sûr. Et du coup, le contrat qu'il vous propose est le suivant. Donc, le Thaïlandais ou la Thaïlandaise va devenir propriétaire du terrain complètement et vous allez faire un contrat commercial qui dit que vous allez vous partager les bénéfices. Sachez que c'est absolument interdit. Donc, c'est en France l'équivalent d'un démembrement. Vous avez un propriétaire du terrain et vous avez un usufruitier. C'est celui qui profite des fruits issus de l'investissement ou alors soit qui vit dedans ou soit qui récupère une partie des loyers qui sont générés, peu importe. En Thaïlande, c'est interdit. Donc, toutes les personnes qui vont trouver des stratagèmes, machin, ça peut marcher sur le court terme. Par contre, dès qu'il y a un souci, c'est vous le fautif. Donc, ce n'est pas possible. Et enfin, dernier cas très spécifique qui est quand un développeur ne va pas jusqu'au bout de sa construction. Est-ce que tu peux nous évoquer sur comment se protéger ? Qu'est-ce qui se passe déjà si un constructeur ne va pas jusqu'au bout et comment se protéger par rapport à ça ? Déjà, le problème quand on achète une villa, c'est que très souvent on a affaire à une société. Donc si la société fait faillite, fin de l'histoire. Et ensuite, quand on achète une villa off-plan, donc sur plan, on paye step by step. Ça veut dire qu'à chaque fois que le promoteur construit, on paye. Donc je vous donne un exemple. 30% de réservation, il doit construire les fondations, la structure du ground floor et du toit, et on a un deuxième paiement de 30% qui vient, il fait les murs, les fenêtres, les dalles, on a un paiement de plus qui vient, il s'approche des finitions, on a un paiement de plus qui vient, il fait le transfert du terrain, on a un dernier paiement qui vient. C'est pas toujours dans cet ordre-là, des fois le transfert est fait au début, ça dépend, mais c'est en fait ça l'élément clé pour pas se faire avoir quand on achète une villa, surtout quand on l'achète à un nouveau promoteur immobilier qui a pas trop d'expérience, parce que c'est pas souvent, c'est majoritairement les nouveaux promoteurs qui finissent pas leur projet ou qui ont des problèmes. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est très, 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 très bien pour se défendre de connaître une fois de plus les coûts de construction. Je peux vous donner une petite info clé qui dit déjà beaucoup. C'est quand vous avez une villa qui est murée, qui a ses fenêtres et qui est relativement, on va dire, posée et on va dire construite, mais pas sans finition, sans électrique, sans plomberie, etc. On est à la moitié du temps de construction et on a la moitié des coûts de construction aussi. Donc à ce moment-là, normalement, on ne devrait pas avoir payé plus que 40 ou 50% du prix total de la villa, sachant que y a aussi une marge de profit pour le promoteur. Donc si vous avez déjà payé la moitié du prix de la villa, c'est qu'il a déjà encaissé la moitié de ses profits. Donc ce qui est bien en fait, c'est de garder autant que possible et donc de négocier très très dur avec le promoteur pour avoir des paiements qui viennent à la fin. Et il y a beaucoup de cas où l'investisseur paye 30% pour réserver la villa. Ensuite, on lui construit ses fondations, alors que les fondations, c'est rien, c'est un trou qu'on remplit d'acier, on remplit du béton, c'est fait en une semaine, finito. Et là, il paye de nouveau 20% du prix, et ensuite encore un autre 20% pour le ground floor, et ensuite encore un autre 20% pour la structure du toit. Et ensuite, il reste 20% de paiement pour terminer la villa, alors qu'il reste 70 ou 80% des coûts. Et ça, c'est très très fréquent, c'est qu'à un moment donné où pour le promoteur, en fait, c'est même plus rentable de construire. C'est-à-dire que s'il n'a pas mis l'argent de côté que vous lui avez donné au début, les paiements que vous allez lui donner à la fin pour finir la villa vont pas suffire à financer les constructions. Et c'est souvent là qu'on rentre un peu dans des schémas malsains où le promoteur se dit merde, il faut que je vende plus, il va aller chercher de nouveaux clients pour aller vendre plus de villas, pour reprendre des fonds, pour financer la construction de ce qu'il n'a pas fini en amont, etc. On peut presque appeler ça un Ponzi. Donc la meilleure façon de se protéger par rapport à ça, c'est vraiment de se renseigner, parler à un expert, parler à quelqu'un qui s'y connaît, quels sont les coûts de construction, combien je devrais avoir payé à telle et telle étape de ma villa pour que en fait ce que je donne au promoteur lui permette de financer la construction, parce que le promoteur, s'il doit faire appel à une banque pour tout payer lui-même, etc., va payer des intérêts, ça va être plus compliqué, ça va lui coûter plus cher, etc. Donc c'est pas forcément l'idéal. Le mieux, c'est quand même de financer les constructions, mais pas plus que les constructions.
Là, par exemple, pour la villa à Phuket, j'avais réussi à négocier pour avoir 30% de la livraison de la villa. Donc, quand la villa était complètement terminée et qu'on s'est préparé pour faire le transfert du terrain, on était seulement à 70% de paiement. Et donc, le promoteur avait à peu près, on va dire, admettons une marge de 30% à prendre sur la villa. Eh ben, il ne la prenait pas tant qu'il n'avait pas livré la villa, qu'il n'avait pas transféré la villa. Donc, on était les deux, on va dire, nos intérêts étaient parfaitement alignés. Et ça, je pense que c'est la cause principale pour laquelle on voit des projets qui sont à moitié construits partout dans la forêt, à Samui, quoi. T'as totalement raison, et je tiens à préciser tout de même que les 30% à la fin, t'as fait une super négo. C'est rare, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Il faut pas prendre ça comme un standard. Ouais, c'est vraiment super intéressant le deal que tu as eu, et il y avait aussi du coup le fait que le propriétaire et le développeur étaient déjà successful avant, qui pouvaient se permettre de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il a eu ce super deal. Mais dites-vous que si vous avez entre 20 et 25% de paiement à la remise des clés, c'est déjà super et ça vous couvre de pas mal de pépins potentiels. C'est vrai. Et globalement, si quelqu'un voulait investir aujourd'hui dans une villa, ou si toi tu devais refaire cet investissement, bon, je suppose que tu le referais les yeux fermés, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un aujourd'hui qui s'intéresse à l'investissement dans des villas en Thaïlande de manière générale? C'est quoi, à ton avis, la première étape qu'il doit faire? Je vais essayer de rester global parce que sinon je vais parler pendant 2h30. Mais je pense que déjà, pour couvrir à peu près l'ensemble de ce que je vais dire, il faut avoir une approche extrêmement mathématique, cartésienne, terre à terre. Pas suivre ses émotions, pas se dire je veux une villa qui a une vue mer, qui a des palmiers parce que c'est la Thaïlande. Et l'intuition, c'est bien dans certains domaines. C'est pas bon dans l'immobilier, dans l'investissement. Il faut vraiment regarder la data. Il y a que ça de vrai, il y a que ça qui va pouvoir vous, on va dire, vous rapprocher du 100% de chance de faire un investissement à succès. Donc la première chose, ce serait juste d'avoir cette approche sur toutes les opérations. La deuxième, c'est de réussir à séparer un peu l'analyse en amont, on va dire, en deux parties, qui serait l'analyse de marché, bien vous renseigner sur qui vous vend, qu'est-ce qu'il vous vend, comment est-ce qu'il vous le vend, qu'est-ce qu'il a construit dans le passé, est-ce que les villas qu'il a faites il y a 20 ans, elles tiennent toujours debout, elles sont toujours impeccables, quels sont les matériaux de construction, est-ce que dans le contrat, il a bien mis la liste de tous les matériaux de construction qu'il va utiliser, ou est-ce que tout à coup, il va arriver et puis me faire des murs de 7 cm d'épais avec des briques qui ont qu'une isolation. Il faut être vraiment très clair avec tout ce côté due diligence, et aussi très clair avec le côté market data analysis, qui est combien de villas sont disponibles sur le marché. Quand je vais sur les plateformes de réservation à court terme, est-ce qu'il y a 250 villas de dispo dans cette zone, ou est-ce qu'il n'y en a que quelques-unes? Quels sont les prix? Quel est le potentiel de développement de cette zone? Et ça, vraiment, je recommande d'aller sur des sites comme, je veux dire en français, C9 Hotel Works. Ça, c'est par exemple un consultant immobilier qui donne gratuitement des rapports. Il en sort un tous les mois, tous les 2 mois, je ne sais pas exactement, c'est sur le site web, c'est des PDF. Et là, vous voyez typiquement les taux d'occupation moyens dans différentes zones. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hôtels en construction? Où est-ce que ça croît? Le nombre d'arrivées à l'aéroport international, et voir que tu es dans une zone en croissance, c'est forcément un avantage. Donc, il y a toute une partie data où, à la fin, ce qu'on va simplement faire, c'est comparer le revenu, le potentiel de revenu locatif et le prix auquel vous achetez la villa. Et ça va à peu près vous donner votre ROI, une estimation. Et de l'autre côté, c'est d'acheter quelque chose de safe. Donc, dans la due diligence, il y a aussi, comme on l'a mentionné, la partie négociation des termes de paiement. Ensuite, pour tout ça, je conseille toujours évidemment de parler à des personnes qui s'y connaissent. Moi, je suis toujours content de répondre à les questions si vous en avez, ou peu importe, peut-être que je peux voir dans les commentaires ou quelque chose si vous avez des questions spécifiques par rapport à tout ce dont on a parlé. S'il y a un point qui manque, je viens volontiers interagir avec vous. Mais le mieux, c'est toujours de parler à des personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui savent ce qu'elles font. Et donc, de rester, une fois de plus, pragmatique à fond. Et aussi, un avocat, ça coûte pas très cher en Thaïlande, et ça évite tellement de problèmes. Il y a ce que les gens disent et il y a la réalité des choses. Il y a beaucoup trop de personnes qui se sont rendues beaucoup trop confortables en Thaïlande et qui respectent pas vraiment les lois, qui achètent des villas avec des sociétés fantômes, aucune activité, des Thai nominees. On voit dans les news des agences, etc., qui se font descendre les unes après les autres parce qu'ils respectent pas les lois thaï. Ça coûte vraiment pas grand chose. Même des fois, le premier appel est gratuit, d'appeler un avocat, de lui dire j'ai envie d'acheter une villa, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est important de vérifier, etc. Faire une petite due diligence, aller avec le papier du terrain vers le land department. Le land department ou vers l'avocat, et s'assurer qu'en fait il y a l'historique du terrain, il est clean, qu'il n'y a pas l'héritier du propriétaire du terrain qui a utilisé ce terrain pour faire un gage et un emprunt à la banque pour s'acheter sa voiture. Donc sinon vous rachetez la dette avec le terrain. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut voir. Donc entourez-vous d'experts, faites votre analyse, suivez pas votre intuition mais vraiment les chiffres, sauf si vous êtes déjà un expert. Et payer un avocat, ça représente rien du tout par rapport au coût de l'investissement. Et faire le bon investissement va vous rapporter tellement d'argent que finalement avoir payé un avocat, ça valait 100% la peine.
Et surveillez les constructions, venez quand même voir régulièrement, ou si vous avez quelqu'un qui peut le faire pour vous, au moins demandez des photos régulièrement. Assurez-vous que les matériaux de construction soient les bons et que la villa soit finie en normes, légalement. Et puis faites une inspection quand la villa est terminée. La villa, de toute façon, elle est toujours sous garantie, 1, 2, 3 ans, ça dépend de quelle partie de la villa, mais avoir quelqu'un qui vient et qui fait une analyse complète de tout ce qu'il y a dans la villa, vous assurer que les plomberies ont été faites correctement, qu'il n'y a pas de fuite, que l'isolation est OK, etc., etc., avant de faire votre dernier paiement. Et voilà, je pense qu'on a couvert une bonne grosse partie. Ouais, ça fait beaucoup d'infos. Du coup, je suis désolé, je non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et donc, du coup, juste pour spécifier, si vous demandez à des Thaïlandais, du coup, comment ceci ou comment cela, du coup, la dette potentielle sur le terrain, on appelle ça un kai phak. Donc, un kai phak, c'est une hypothèque en thaïlandais. Et du coup, sur la partie inspection de la villa, vous pouvez chercher des entreprises de unit inspection. Et donc, du coup, il y en a évidemment dans toutes les provinces. Et donc, c'est une entreprise qui vient. Moi, je le fais à chaque fois que j'achète un appart. J'envoie une équipe, ils viennent, ils me remplissent un rapport de 20 pages. Là, par exemple, il y a 162 square meters ici. Ils m'ont rempli 20 pages où il y avait 160 malfaçons. Alors que c'est un développeur déjà très 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 élevé. Donc il y a toujours des malfaçons et il est important avant le dernier paiement de faire intervenir une entreprise de unit inspection qui va du coup donner ce document au développeur et lui demander de fixer tous les problèmes avant de détacher le dernier paiement pour la villa. Cyril, merci beaucoup. Merci il y a à toi. Beaucoup d'informations. Je pense que là, c'était une formation sur YouTube, très impressionnant. Merci beaucoup. Si tu veux, on laisse ton Instagram aussi avec plaisir. À l'écran si vous souhaitez contacter Cyril, si vous avez des questions. Et une nouvelle fois, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ton accueil. Dites-nous toujours dans les commentaires si vous avez des expériences à partager dans ce domaine. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.